Enfin, les 26 œuvres royales de retour au bercail accueillies dans une forte ferveur populaire et cette réception solennelle à la présidence, à la maison du peuple, selon l'illustre hôte et locataire de ce haut lieu de la République. Un rêve inespéré qui se réalise enfin, porteur de plusieurs enjeux politiques, historiques et mémoriels. Des enjeux dont on va discuter sur ce plateau avec mes invités. Wilfried Léandre-Ngwedi, vous êtes le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement également. Merci d'avoir accepté de décrypter avec nous non seulement l'acte politique historique que constitue le retour de ces œuvres, enfin, un rêve inespéré, pour reprendre les termes du chef de l'État, mais également pour comprendre le message sorti des tripes du chef de l'État qui était tout sauf convenu. Merci. En face du porte-parole du gouvernement, un géographe, mais dont on se méprend souvent sur le titre, tant il est féru et prolixe sur l'histoire du Bénin, l'histoire de l'Afrique, pour le professeur Léon Biobigou. Merci de venir nous éclairer. Non, enfin, portez votre regard sur ce moment que l'on vit actuellement au Bénin. Et puis, à vos côtés, un socio-anthropologue, Rodrigue Monchor. Vous n'êtes pas fréquent sur nos plateaux. On va commencer avec vous de très bonnes habitudes. Merci de venir partager avec nous vos lumières également. Bonsoir et bonsoir à nos téléspectateurs. Pour comprendre les enjeux attachés à ce moment historique que nous vivons, pourquoi ne pas aller écouter le principal maître d'œuvre, Patrice Talon? On va au palais pour écouter le discours d'accueil, de réception de ses œuvres qu'il a délivré à l'accueil de ses œuvres au palais. C'était tout à l'heure. On l'écoute. Comme les étoiles se sont alignées pour le Bénin depuis quelque temps, la symbolique du retour au Bénin de notre âme, de notre identité, pour utiliser un mot plus facile à admettre, à comprendre, ce retour du témoignage de ce que nous avons été, du témoignage de ce que nous avons existé avant, le témoignage de ce que nous avons connu, la grandeur. Mais comme l'histoire du monde, l'histoire des communautés humaines, dans leur évolution, a toujours confronté les uns aux autres, il n'y a pas de honte à nous rappeler que la déportation des reliques de notre grandeur hors du territoire du Bénin par suite de la force matérielle, technologique de l'envahisseur français, que cette déportation qui, au-delà du Bénin, du territoire du Bénin, s'est manifestée partout ailleurs dans le monde, d'une manière ou d'une autre, pour les uns contre les autres, que cela relève également de l'histoire de l'humanité. Mais que la nature faisant bien les choses, les générations savent, dans l'histoire, au fil du temps, réparer ce que les générations antérieures ont pu gâcher. La convivialité entre les hommes, la solidarité entre les hommes, la coopération.
Mais comme l'homme ne sera parfait qu'à la fin des choses, il faut admettre que les réparations, bien souvent, ne sont pas à la hauteur de l'espérance des attentes. Tout cela relève tout simplement du genre humain. Nous avons réclamé tous ensemble. Ma voix a porté cette réclamation dont je ne suis pas à l'initiative. Je ne suis pas celui qui, le tout premier, a réclamé, exigé et entamé des actions à cet effet. Je crois que déjà depuis 1965, les écrivains africains, notamment Dahomey, ont lancé ce cri de cœur pour le retour de notre patrimoine mémoriel, le temps de la colonisation et la domination étant passé. Puis, les uns et les autres ont porté cette revendication un peu comme un mythe, comme un idéal inaccessible. Et en 2016, à l'entrée dans la charge que m'a confiée le peuple béninois, j'ai porté à mon tour, en tant que président de la République, cette requête, cette demande légitime à l'universel. Elle s'est exprimée en face de la République française, devant les autorités françaises. Je dois vous avouer, ou bien plutôt vous confesser, que, contrairement à mes habitudes, je n'avais guère la certitude que cette revendication aboutirait un jour, encore moins de mon vivant. Mais, une fois exprimée, j'ai été emporté par l'élan. Et nous n'avons pas arrêté. Nous avons agi à travers les intellectuels, les associations, les ONG, la diplomatie. Et notre demande légitime a rencontré la clairvoyance de l'actuel président de la République française. C'est donc tout légitimement que devant vous, je voudrais à nouveau sur la terre béninoise lui exprimer notre gratitude. Voilà, je retiens dans les mots du chef de l'État, il assimile ses œuvres comme des objets charnels qui incarnent notre âme. Premier point de remarque. Ensuite, il considère que cette démarche de revendication n'est pas orientée vers une réparation, la réparation d'un préjudice, mais la revendication légitime du retour d'objets de mémoire auxquels notre âme est attachée. Quelle lecture politique vous faites justement de cette démarche de revendication, vous, monsieur le sociologue? Merci beaucoup. Je voudrais, avant de répondre à votre question, vous remercier de nous associer à cette activité qui est d'une grande importance pour notre pays. Je dois dire qu'il faut aller dans les profondeurs pour comprendre un peu ce qui se passe depuis un certain moment. Et quand vous voyez, vous avez constaté que cela fait une certaine forme de réunification, je dirais au niveau horizontal, entre
toutes les communautés de notre pays et une certaine réunification verticale dans le sens historique, parce que c'est important de le préciser, dans la logique du colon, accepter que j'utilise ces expressions, ça peut fâcher, c'est une stratégie de guerre. Et lorsqu'on fait la guerre et qu'on arrive à dominer, il faut finir avec. Et vous savez que dans la logique coloniale, la stratégie n'est pas que matérielle, elle est aussi mentale. Quand vous voyez les objets ici en cause, de façon spécifique par rapport au royaume d'Abomey, vous voyez le trône royal. Vous voyez des objets symboliques de grande portée. Vous allez voir aussi la porte royale. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est un peu comme la porte de la terre brûlée. En réalité, c'était une stratégie coloniale pour faire adopter la position coloniale aux pays colonisés. Je vais peut-être imaginer un peu au plan théorique, vous allez voir, c'est un peu comme la structure, les infrastructures et la superstructure. Et dans ce contexte-là, ce qui gouverne l'ensemble, aussi bien l'infrastructure que ces œuvres-là que vous voyez, sur la relève des infrastructures, apparemment, a priori, mais en réalité, ce ne sont pas de simples infrastructures. Dans une structure comme Abomey, le royaume d'Abomey, il y avait de grandes superstructures. Donc, pour détruire la structure... Abomey était réputé comme un royaume très structuré politiquement. Très structuré politiquement, très fort. Et donc, pour déstructurer justement le royaume, il fallait commencer, après les autres actions, il fallait finir par déporter ces œuvres de grande portée. Et lorsque c'est déstructuré, c'est dévasté, c'est évident que le royaume n'allait plus continuer à vivre. C'est une stratégie coloniale. Je ne veux pas revenir sur les autres éléments. Le troisième, c'est bien organisé. Hein? C'est bien organisé, militaire, marchand. C'est très bien organisé. Face à cette stratégie aussi bien coloniale que militaire, bien peaufinée, qui justement a fait, je dirais, a voulu faire de notre société une société froide, une société qui n'a plus d'histoire. Sans trône, est-ce qu'un royaume peut encore exister? Sans les postes sacrés, est-ce qu'un royaume peut exister? Sans les éléments symboliques comme les assins en langue fongbe, le royaume était dévasté. C'est la grande portée de ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, l'action du gouvernement revivifie notre société, nous met en pôle position, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, et fait de nos sociétés aujourd'hui une société chaude. Démontre aux générations actuelles et générations futures que quelque chose a existé dans notre pays. C'est donc pour ça qu'il faut saluer cet acte-là et on ne peut qu'être fier. On ne peut qu'être fier par rapport à la stratégie trouvée pour convaincre l'ancien colon à accepter cela. Ce n'est pas évident. A priori, au départ, moi, personnellement, je vois une mission impossible. On va revenir sur les enjeux pour la France, les enjeux politiques pour la France. Essayons de comprendre déjà les enjeux politiques. Vous avez commencé par expliquer que, en tout cas, l'entreprise de SAP, de ces symboles-là, de nos repères historiques au royaume, était une entreprise pour d'effacement de mémoire et donc de repères. De sorte qu'aujourd'hui, la revendication pour le retour est comme une sorte de travail de restauration de nos repères. Est-ce que, professeur Biobigou, au plan politique, c'est comme ça que vous percevez ce travail, ce combat pour le retour de nos biens royaux? Oui, je vous remercie. Je vous remercie très sincèrement pour ces échanges-là. Je dois remercier tous les acteurs
qui, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à ce que, concrètement, qu'on ait ça aujourd'hui. Le président l'a dit, c'était la première tentative. Ça avait échoué en 2016, il a persisté. Donc il a fallu la volonté politique, aussi bien du Bénin que de la France. S'il n'y avait qu'une seule volonté politique, j'étais convaincu que ça ne donnerait rien du tout. De l'autre côté, il y a eu cette volonté politique. Et les deux volontés ont permis de voir ce que nous avons aujourd'hui, là, qui constitue comme un rêve. Parce que les gens se disaient, il y a beaucoup de gens qui étaient dubitatifs. Est-ce que ça va aboutir ce pas? Donc, ça là, il faut saluer cela. Cela veut dire qu'il y a évolution des mentalités, évolution des visions des peuples. C'est-à-dire la vision que l'Occident, la vision que la France avait sur nous, les colonisés, ça veut dire qu'il y a une évolution par rapport à cela. Du côté aussi des colonisés, il y a eu une évolution. Parce qu'on nous avait amené à quel comportement? À nous sentir inférieurs à tout ce qui est à peau blanche. Parce qu'on allait même jusqu'à nous dénier la nature même d'être humain. Je ne pense pas que je demande quelque chose en disant. Il y en a qui vont jusqu'à dire, autrefois dans leur mentalité, qu'ils ont de la peine à croire qu'il y a une âme blanche dans un corps si noir. Et c'est pour cela que dans le système éducatif, on nous dit nos ancêtres, les Gaulois, en partant de chez eux. Donc, il n'y avait pas eu cet effort-là de connaître nos communautés. Alors, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui concrètement, ça a été imposé par quel peuple européen? C'est là le génie créateur. C'est ça, les vrais éléments qu'il faudrait justement dire que l'Africain, la peau noire, par rapport à la vision qu'on nous a fait développer, par rapport à la peau blanche, que la peau blanche soit toujours supérieure, parce que ça. Et c'est en cela que ces œuvres-là, c'est l'initiative de quelle peau blanche, c'est l'initiative de quel Européen. Ça veut dire ça, c'est le génie créateur. Donc ça veut dire que les communautés africaines, les communautés béninoises existaient bel et bien et ils avaient leur vision des choses. Avaient leur vision claire et nette par rapport à leur vie. Avaient leur spiritualité. Avaient bel et bien la notion de Dieu. Et vous avez vu comment on en arrive. D'abord, les Occidentaux qui sont venus chez nous sont minoritaires du point de vue démographique. Comment se fait-il que ceux qui sont moins nombreux, la logique aurait été que ce soit la langue de la majorité que la minorité puisse adopter. Vous avez vu, c'est l'inverse qui s'est passé. Et si on analyse très bien, la première des choses, on dit il faut éduquer les Africains. C'est une injure, ça. On vient pour éduquer les Africains. C'est comme si on n'était pas éduqués. Et du coup, en commençant par quoi? Nous imposer leur langue. C'est là déjà qu'on a commencé à nous tuer. Parce que quand on parle de notre culture, la racine plus autant de notre culture, c'est la langue. Et même avec votre jeune âge, vous savez qu'au primaire, et vous parlez votre langue maternelle, c'est signal. Nous, on a tué notre langue. Et en tuant notre langue, on a sapé la base de notre culture. Or, quand on parle de développement, quel développement? Le développement, c'est l'amélioration progressive des conditions de vie auxquelles tous les peuples aspirent. Or, ça a une base culturelle. La racine plus autant est à la langue. Vous considérez que ce combat pour le retour de ces biens royaux, ces trésors, ces pièces culturelles, c'est une œuvre de ressourcement culturel également? Absolument, ça doit pouvoir... On déconstruit ce qu'on a construit, ce qu'on a décidé pour nous, sans nous, donc qui était contre nous. Maintenant, c'est l'inverse. Déconstruire la vision qu'on avait sur nous là, il faudrait que cette vision soit corrigée. La belle preuve est qu'aucun peuple européen ne peut dire c'est chez moi qu'ils ont copié, c'est chez moi, c'est moi qui l'ai appris. Ça veut dire qu'on existait.
et qu'on avait une vision claire et nette. Et on avait des structures, le sociologue est là, on avait des structures politiques, d'organisation, en parlant de chefferie, en parlant de royaume. Un royaume, d'abord, c'est une structure hautement politique dans la gestion des communautés. Wilfried Léon-Roumbédi, porte-parole du gouvernement, vous portez non seulement la parole, mais la pensée politique de Patrice Talon. Vous nous l'explicitez, vous nous en donnez le cap et montrez l'horizon. Est-ce que, quand je reprends le terme d'identité que Patrice Talon attache à ces objets majestueux royaux de retour enfin au Bénin, il y a derrière un projet politique de restauration de notre identité, de nos repères historiques, de la construction du roman national et de notre fierté nationale? Il y a d'abord que le président Patrice Talon n'est pas dans une démarche revendicative. Il y a à constater ensuite que le mal qui nous a été fait est si incommensurable que le chef de l'État dit les réparations n'atteindront jamais le niveau du mal en termes d'aplanissement, de compensation. Donc le mal est si incommensurable que il faut célébrer à sa juste valeur ce moment de fierté nationale que constitue le retour de ces œuvres chez nous. Et je ne dirais pas mieux que les autres pour dire, il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à contempler pour voir tout le génie qui s'exprime à travers ces œuvres et dire qu'elles ont au moins peut-être 200 ans, ou plus ou un peu moins, en tout cas 130 ans bientôt qu'elles sont parties. Voyez-vous? Et j'apporterai de l'eau au moulin de tout ce qui ont dit, parce que ce n'est pas inutile de le répéter pour que nos enfants les plus jeunes l'entendent. Il y avait bel et bien, et il y a toujours eu une histoire africaine, une civilisation africaine, une histoire dahoméenne ou béninoise, une civilisation béninoise. Toutes choses que ces œuvres-là nous permettent aujourd'hui de restituer et de défendre. Après, le projet du chef de l'État, comme vous dites, c'est de restaurer la fierté du Béninois en son pays, en lui-même. Et quoi de mieux pour y arriver aujourd'hui que d'établir cette reconnexion ou cette connexion d'avec nous-mêmes, d'avec ce que nous avons toujours été et que nous n'aurions jamais dû cesser d'être. J'aime à dire dans certains milieux que les Noirs que nous sommes et que l'on a voulu faire blanc ont cessé d'être noirs, mais ne sont jamais devenus le blanc que le colonisateur voulait que nous devinssions. Et donc, à l'arrivée, nous étions dans une perspective hybride qui, hors de nous-mêmes, nous faisait aller presque à volo parce que dépossédés de notre identité collective. Et c'est pour ça que le chef de l'État parle de notre âme, l'âme du Bénin, l'âme collective. Ce qui fait, ce sur quoi notre pays devrait reposer intrinsèquement pour prendre ses marques, ses repères et se propulser vers l'avenir. Et aujourd'hui, on a le sentiment que, comme il dit que les astres ou les étoiles s'alignent pour le Bénin, on a le sentiment, et il n'y a qu'à écouter et à voir la ferveur que les Béninois ont manifestée dans les rues aujourd'hui et avant, pour se dire un tournant décisif se joue sous nos yeux. Et cela augure d'un avenir encore plus prodigieux pour notre pays. C'est la perspective, c'est le projet politique du président Patrice Talon, faire en sorte que demain, le Bénin soit une grande nation, respectée pour ce qu'il est, pour son apport à l'universel. Et ça a commencé de façon aussi éclatante avec cette restitution qui, pour le répéter, n'est qu'un premier épisode. La suite promet d'être encore plus belle. Et qu'est-ce qui explique la sensibilité particulière de cet ancien capitaine d'industrie devenu un redoutable manœuvrier politique, un homme d'État, un constructeur, un bâtisseur, dont on voit les chantiers d'infrastructures fleuris partout pour transformer économiquement le Bénin? D'où lui vient cette sensibilité particulière pour ces considérations d'ordre historique? Vous avez évoqué l'enthousiasme populaire pour montrer qu'il y a eu une adhésion du peuple, certes, mais on peut ravaler ça juste à un attachement affectif. Mais d'où vient
voilà, à cet homme d'État féru plutôt de prouesse économique, de s'attacher à ces objets historiques. Vous avez dit que c'est un homme d'État. Et parce que c'est un homme d'État, il sait que l'État, ça n'est pas que les prouesses économiques. C'est un tout. C'est un tout. Et puis, il faut être brûlé de l'intérieur d'une passion incandescente de son pays pour oser engager ce qui est en cours. Et ce que fait Patrice Talon, en fait, c'est l'attitude d'un amoureux du Bénin, d'un passionné du Bénin, qui veut que le Bénin soit un exemple, soit un phare, et que partout, aujourd'hui, demain, après-demain, pour toujours, l'on dise le Bénin, c'est une partie du monde qu'il faut aller découvrir. Et on est heureux de constater à la vérité qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos compatriotes, et j'aime à dire parce que ils sont honnêtes généralement, même les pires contempteurs du président Patrice Talon au début de son magistère s'accordent à dire aujourd'hui que c'est un capitaine, c'est l'homme de la situation, c'est celui qui aujourd'hui travaille à la réhabilitation du Bénin, à l'instauration de ce nouvel état d'esprit qui nous porte et qui fera que plus rien pour nous au Bénin ne sera comme avant. Nous entrons dans un cercle vertueux et nous allons l'entretenir sur les années, sur les générations à venir, afin que demain soit meilleur à aujourd'hui. Professeur Biabigou, je présume que certains de vos collègues africains vous ont appelé pour vous féliciter, tout admiratif de ce tournant que Patrice Talon est en train d'ouvrir pour toute l'Afrique, parce que juste après l'annonce par le président Macron de la restitution des biens, beaucoup d'États africains sont entrés dans la danse. Est-ce que vous considérez que Talon ou le Bénin sont une véritable chance pour l'Afrique et qu'on en assiste à un véritable tournant? D'abord, lorsqu'on prend notre pays, du point de vue de son histoire politique, vous avez vu en Afrique comment ce petit pays dont on parle là a pu poser des actes de moment donné et qui ont donné l'exemple à d'autres pays africains. Vous faites référence à la conférence nationale, notre printemps Vous avez vu, on a démocratique. connu tout dans notre pays là. Des crises politiques et tout, mais on n'est pas arrivé jusqu'à franchir au seuil de l'implosion. De l'implosion. C'est ça la force d'un peuple, d'une communauté. À un moment donné, à quel niveau s'arrête? Le Bénin inspire, Le Bénin inspire. étonne. Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Et lorsque aujourd'hui, par rapport au retour, c'est bien. Le Bénin n'est pas le seul pays qui a été colonisé par la France. On parle de l'Afrique occidentale française, l'Afrique orientale française. Mais parmi toutes ces colonies-là, par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, dans quel pays ça s'est passé? Donc vous verrez déjà ce qui est passé là. C'est déjà une graine qu'on a mis en place. Ça doit pouvoir influencer, tirer d'autres pour en faire la même chose. Puisque ce que nous avons vécu au Bénin, au Dahomey, au Bénin, c'est exactement la même chose que les gens ont vécu dans les autres colonies. Et vous voyez, pour nous amener, pour nous fragiliser, au moment où les colonisés ont commencé pas à revendiquer leur autonomie, après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Avant ça, ils savaient que ce sont des grands ensembles qui sont viables. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de façon sinueuse? Ils ont inculqué un virus coriace contre lequel on dit jusqu'à présent on n'avait pas à régler. C'est le virus de la division. Ils ont saucissonné avant de nous donner l'indépendance. C'est le vrai virus, c'est ça. Vous avez vu que le Dahomey allait jusqu'à Dosso. Donc vous considérez que cette cause Exactement. Donc ce qu'on vient de commencer là, culturelle, patrimoniale, peut-être un mouvement unificateur, Et quand vous prenez de l'Afrique, vous voyez comment nous étions. Tout ce que vous avez là, quand il y avait des influences, c'est par rapport aux différentes relations que les Africains, que les royaumes entretenaient. Des royaumes de bon voisinage ou conflictuels, d'une manière ou d'une autre. Au moment où on parlait donc des guerres traditionnelles avant que les guerres coloniales n'arrivent. Donc à travers ça, là, l'Afrique avait déjà fait donc, une sorte d'interpénétration. Si on parle des voies caravanières et tout ça, vous avez vu toutes les civilisations africaines, que ce soit du nord au sud ou de l'est à l'ouest, ça avait commencé cette affaire. Lorsque il y a ce phénomène de colonisation, cette fois-ci occidentale est venue mettre
complètement désordre dans nos relations. La belle preuve que quand ils viennent, quand ils ont vu que les gens ne s'entendent pas, alors ils font quoi? Ils supportent les plus faibles pour affaiblir les plus forts avant de venir les dominer. Et aujourd'hui, en faisant ça là, c'est un exemple qu'on est en train de donner à l'Afrique. Mais est-ce que votre enthousiasme, à la lumière des déclarations qui sont faites, des promesses de... Il y a un mémorandum d'accord pour un retour progressif, mais en même temps, c'est matiné, modulé par des termes, des concepts comme circulation, coopération, pour laisser entendre que c'est bien, il y a une valeur universelle, il n'est pas forcément attendu que tous ces biens saisis par la France reviennent au Bénin. Oui. Est-ce que vous êtes toujours habité par un enthousiasme ravageur ou un optimisme prudent? Non, je suis optimiste par nature. Je suis optimiste par nature. Une fois qu'on a commencé, au moins c'est concret là. C'est un processus. Oui, combien d'années on a eu à mettre pour mettre du désordre dans cette affaire? Il faut aussi du temps pour remettre en ordre. Puis j'ai dit, on avait construit. On a déconstruit. Oui. Pour reconstruire, ça va prendre du temps. Déjà, et c'est dans le cadre de l'entente, de la coopération, tenant compte d'un dialogue franc sincère. Et c'est déjà un début parce que c'est du concret. Ce n'est plus au niveau des verbes, au niveau des discours, c'est du concret. Et c'est en cela, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de biens par rapport à nos communautés béninoises, du sud au nord, de l'est à l'ouest, sont partis en Europe, qui se retrouvent dans les infrastructures, même seulement au niveau de leur musée là. Les collections publiques, autant collections publiques que privées. Exactement. Toujours dans la veine d'interroger l'optimisme et surtout de voir jusqu'au bout de quel horizon l'espoir du chef de l'État vis-à-vis quand il demandait à Patrice Talon sur le perron de l'Élysée, il lui demandait gentiment d'aller jusqu'au bout, d'accord, de son état d'esprit pour qu'il y ait le retour massif. Ce qui vient d'arriver ne serait qu'un premier épisode. Est-ce que vous considérez qu'il faut davantage que la société civile africaine porte avec le gouvernement ce geste politique dont on vient de voir le résultat? Merci beaucoup. Parce que le chef d'État l'a reconnu dans son discours, il a salué les actions, les ressorts de l'action de la société civile, des intellectuels, des associatifs, que lui, il a saisi pour faire réussir. C'est très important. À vos yeux? Oui, c'est très important. Il faut d'ailleurs que toute la société se mobilise. D'ailleurs, quand vous avez suivi un peu le président Macron hier, il parlait d'État. Il a fait référence. Il a parlé de société civile, il a parlé de jeunesse, il a parlé d'un ensemble d'acteurs. Vous savez que le pouvoir politique se renforce lorsque tous ces acteurs se mobilisent autour de l'action politique. Un soubassement social et sociologique. C'est vraiment important. Et je dois, pour davantage vous répondre, vous dire que même si l'on parle de l'universel, l'universel a une source. Et vous voyez l'évolution conceptuelle du président Talon d'hier à aujourd'hui. Hier, il parlait de notre âme, qui est quasiment invisible, relève du spirituel, dans une certaine mesure de la religion. Mais ce soir, dans son discours, il a préféré au concept d'âme, le concept d'identité, qui est plus laïque, plus englobant, plus total. Et non exclusif. Et qui montre que dans ce débat-là, universel, il faudrait que nous puissions valoriser notre identité. Et donc, on ne peut que continuer le combat. Il y a eu l'épisode, d'autres épisodes doivent suivre. Je pense qu'il faut d'abord saluer cet engagement politique, cette mobilisation politique, ce management-là qui, de façon habile, subtile, stratégique, a pu aboutir à ces résultats. Mais il faudra continuer. Parce qu'en réalité, il me semble que le porte-parole du gouvernement dit qu'il ne s'agit pas d'une dynamique revendicative. Je comprends, parce que c'est le porte-parole du gouvernement. Mais cela devrait l'être. Et donc, la pression doit se poursuivre pour que ces objets qui sont tout à la fois d'une grande importance, complexes et d'une grande portée pour notre société, j'avais dit qu'on a voulu faire de société froide
et qui devient une société chaude aujourd'hui, qui revit, qui est, je dirais, dans une dynamique de relation avec ses ancêtres et d'une grande portée pour le futur. Vous savez, tout à l'heure, il y en a qui ont dit que quand vous voyez ces infrastructures-là, c'est de grande facture. On ne pouvait pas imaginer que dans cette période-là où ces gens-là sont considérés comme des sauvages et parfois comme des singes. Des sous-hommes, des génies d'intelligence, des génies ont pu. Quand vous dites sous-hommes, vous êtes trop galant en disant sous-hommes. L'expression existe, sauvage. Des œuvres aussi structurées. L'expression sauvage a été documentée, beaucoup d'écrits sur cette expression-là. Donc des sauvages qui ont fait tout ça. Je pense que dans une perspective identitaire, il faudrait que le combat se renforce, que la diplomatie se poursuive pour que progressivement, ces objets-là rentrent au pays pour donner de la matière vivifiante à notre pays. Vous savez, la vraie révolution, et la première, je crois que le président Talon l'a dit aujourd'hui, de façon subtile encore, la vraie révolution est d'abord mentale. Est d'abord mentale. Et tout commence par ça. Vous imaginez la portée pédagogique de ces objets-là quand on va dire désormais à nos enfants que ce sont vos aïeux d'il y a plusieurs siècles qui ont pu faire ça. Ça peut nourrir une fierté. Vous voyez ce que ça peut faire? Ce sont des germes, des matériaux de révolution qu'on est en train de leur inoculer. Et quand on est face à tout ça, on ne peut que souhaiter que ces matériaux de grande portée identitaire, qu'on puisse les envoyer chez nous pour que nous-mêmes, au carrefour de l'universel, au carrefour de la globalisation, qu'on puisse les valoriser. Il y a deux enjeux par rapport à ces objets-là. Peut-être qu'on va revenir là-dessus, mais je dis déjà au plan pédagogique, au plan philosophique, au plan culturel, parce que je suis convaincu que la culture, c'est la première des choses, c'est le premier ciment, cela apporte beaucoup. Et vous voyez toute la ferveur dans le pays, toute la joie, toute la fierté, tous les chants, voix, guerriers. Ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal, mais est-ce que ça suffira pour que l'espoir tant caressé par le chef de l'État puisse permettre de voir venir au Bénin une série d'épisodes peut-être beaucoup plus fréquents et généreux de ces biens. Tout n'était pas gagné, d'autant plus que, monsieur le porte-parole du gouvernement, il y a un corpus juridique qui représentait une contrainte à la rétrocession de ces biens, forgés sur le principe que le vainqueur d'une guerre, forcément, devient le possesseur des biens du vaincu. Il y a tout un combat juridique qu'il faut mener encore pour changer le corpus juridique qui a régi les relations entre les pays jusque-là. Comment vous entrevoyez l'aboutissement de ce combat-là? C'est cet obstacle a priori rédhibitoire qui en rajoute à la saveur du moment. Si on occulte ça, on passerait à côté de quelque chose. Et c'est pour ça que le président de la République a dit hier que j'ai désespéré, j'ai espéré, je me suis accroché, j'ai prié tous les dieux, tous nos ancêtres. Cet obstacle-là, il n'était pas surmonté d'avance. Parce que lorsque celui qui vous a dépossédé s'emploie à légitimer son fait, à ancrer dans son patrimoine et à rendre inaliénable, incessible, ce qui vous appartient et dont vous êtes dépossédé, vous partez au combat, à la limite vaincu d'avance. Et ça peut paraître téméraire même que d'entreprendre cette œuvre. Mais fort heureusement, et M. Mocho, vous permettrez qu'on dise encore une fois que ce n'était pas dans une logique revendicative, c'est la persuasion, la perspicacité, l'habileté. Et le président de la République a fait fort, honnêteté intellectuelle, de dire, avant moi, il y a d'autres qui ont porté la cause. Je suis un peu comme le continuateur de cette œuvre, exactement comme quand les chercheurs d'or vont creuser, donner des coups de pioche parce qu'on leur a dit il y a un filon là. Et parfois, il y en a qui passent toute leur vie sans jamais trouver le filon.
et puis un vénard arrive, premier coup de pioche, le filon se révèle. Il a fallu sans doute plus d'un coup de pioche de la part du président Patrice Talon, mais le filon s'est révélé. Et à partir de là, on sait que ce filon-là, il peut nous conduire jusqu'au gisement. Le gisement, c'est le reste. Le reste, ce sont des milliers d'œuvres. Et encore une fois, la démarche du gouvernement béninois n'est pas de dire, dada, il faut que les milliers, peut-être 10 000, 20 000, près de 30 000 œuvres reviennent. Mais ce qui est fondamental, existentiel, qui revêt une portée autrement historique pour nous, fondatrice même de ce que nous sommes, cela, on va se battre pour que cela revienne, par tous les moyens. Le reste, qui peut faire l'objet de coopération muséale, de circulation, de prêts, parce que, on a dit, c'est aussi l'universel. Le reste, on peut consentir à ce qu'il reste ailleurs, accessible à tout le monde, mais ce qui fait ce que nous sommes, qui nous rappelle ce que nous avons été et qui nous met sur la route de ce que nous allons devenir, cela, le gouvernement fera tout possible, le président de la République en tête, pour que cela revienne sur la terre de nos ancêtres, que cela nous appartienne et que nos enfants voient ce que nous avons été par le passé. Il y a un symbole qui a été impressionnant, mais que tout le monde n'a pas compris, peut-être moi le premier, et je voudrais profiter de votre présence pour vous demander et solliciter le regard, l'analyse du sociologue et du féru d'histoire pour nous décrypter les codes. Pourquoi le choix du trône de Béhanzin pour symboliser, matérialiser toutes ces 26 heures de Guézo? Parce que justement, j'allais parler de Béhanzin. Non. À la cérémonie de réception au palais. J'ai entendu des gens hier, à l'occasion d'une session d'échange avec la presse, quelqu'un justement nous a demandé, est-ce que vous n'allez pas faire en sorte que ce soit ce trône-là qui sorte? Et je dis, mais pourquoi? C'est une journaliste qui parlait et qui a dit, non, c'est le plus majestueux, c'est le plus imposant. Donc, j'ai dit, je prends votre préoccupation comme une prière, je vais la remonter et puis vivement que vous ayez raison demain. Bon, et puis c'est le trône qui est sorti. Ça aussi, c'est le symbole. Il faut y voir le symbolisme attaché à d'où nous venons. N'oubliez pas, le Bénin d'aujourd'hui, et le chef de l'État l'a dit, tous les historiens vous le disent, c'est une mosaïque d'anciens royaumes. Dans tout ce qui revient là, qu'est-ce qui le mieux nous projette dans ce que nous avons été? On a dit il y a des portes royales, d'accord, mais si on sort une porte royale, qui vous dit que c'est une porte royale? Mais un trône, tout le monde a priori l'attache à la royauté. Et ça, c'est pour dire, mais il faut attendre qu'il sorte. Moi, quand on voit déjà, voyez comme c'est minutieusement taillé, travaillé. Non, à la vérité, il faut le dire, c'est minutieusement travaillé. Et pour l'époque, il faut convenir qu'il y avait du génie et que nous avons du génie. C'est pour ça que le chef de l'État nous invite depuis 5 ans à croire en nous, à croire en notre pays, à croire que nous avons les moyens de réaliser tout ce dont nous rêvons pour notre pays. Et je dis, aujourd'hui, nous passons à une vitesse supérieure. Nous avons commencé à le montrer depuis 5 ans, que c'est possible. Et aujourd'hui, avec ça, c'est une vitesse supérieure qui est amorcée pour que davantage de réalisations arrivent, davantage de restitutions arrivent par la suite. Mais on aurait pu choisir le trône de Béhanzin qui n'était déjà pas dans la cohorte de bien sûr le retour. Attendons. On a très peu parlé de Béhanzin quand on sait que c'est la figure royale, historique la plus connue, la plus célèbre sur le continent, sinon de par le monde. On n'est pas allé à une personnalisation du débat. Oui. Le roi Béhanzin, héros national de là où il se trouve aujourd'hui. Si vous pouvez aller voir le sourire sur son visage, le sociologue, anthropologue vous le dirait, le professeur Biobogui vous le dirait, parce que les morts ne sont pas morts, le roi Béhanzin, il regarde ce qu'il se fait là, il a un sourire de contentement et il se dit, mon pays commence à se relever. Ce dont j'avais toujours rêvé, ce qui a fait que j'ai opposé une farouche résistance à l'occupant illégal, illégitime, mon pays commence à se redresser. Et ça n'est pas rien. Monsieur Mocho, vous n'avez pas vu dans le choix du trône de Guézo, sinon
un petit clin d'œil à une sorte d'incarnation, d'image de repère auquel le chef d'État s'identifie quand on considère Guézo comme un roi bâtisseur et lui-même comme un bâtisseur. Avoir toute la myriade de chantiers d'infrastructures par lesquels il est en train de transformer le pays. De quoi parlez-vous? Je vous pose la question, j'inverse les rôles. De quoi parlez-vous? Ben, du symbole, tu vois, Guézo. Vous êtes suspect. Alors, pour dire qu'en réalité, un trône n'appartient pas à un homme. Le trône appartient au royaume. Et quand vous allez dans le royaume, je passe le contrôle du professeur. Le trône représente le roi, représente le royaume. Il y a 12 éléments, hein. Il y a 12 éléments qui entrent dans ce système de représentation. Chaque roi place son règne sous un signe particulier. Exactement. Et vous devez savoir que le trône, même si il a une charge individuelle, appartient à la communauté. Et de ce point de vue, dans le cas d'espèce, je pense que si j'étais à la place du gouvernement, je ferais ce choix. Et c'est d'ailleurs là où je voulais vous poser la question. Pour dire, mais si vous étiez à la place des membres du gouvernement et que vous observiez tous ces éléments, quel est ce bien-là qui est le plus représentatif? Vous me direz sans doute que c'est le trône. Donc le gouvernement a dû faire des analyses. Je pense que c'est bien arrivé. C'est vrai que le roi Guézo est connu comme un roi réformateur. Certains comparent d'ailleurs le président Talon au roi Guézo parce qu'il suit quasiment les traces de ce roi. Beaucoup de réformes, des réformes porteuses. Mais ce que vous devez reconnaître, c'est que vous refusez d'aller jusqu'au bout de la comparaison de l'assimilation. Le roi Guézo, moi, je peux vous rassurer. Le roi Guézo n'est pas le seul. S'il vous plaît, et sans vous perturber, je peux vous rassurer que le président de la République lui-même ne se compare pas au roi Guézo. Non. Le roi Guézo, il a vécu. C'est un exemple de gouvernance. Le président Patrice Talon trace les sillons du Bénin d'aujourd'hui et sans la prétention de ressembler au roi Guézo. Moi, je ne fais que retracer, traduire le discours populaire. Oui. C'est ce que tout le monde perçoit. C'est ça dans la perception. Oui, c'est ce que tout le monde perçoit et qu'on montre tous les jours. Et qu'on voit tous les jours. C'est le président qui engage et réussit le plus grand nombre de réformes structurelles de tout le pays, dans tous les segments. On peut comprendre le porte-parole. Difficile de ne pas le voir. Difficile de ne pas le voir. C'est un bien communautaire. C'est un bien communautaire. Bien Bigou, vous auriez souhaité voir, voilà, mettre en vedette le symbole de quel roi dans... Oui, ce point-là, je suis très clair. Ah. Moi, oui, je suis très clair. Je vois, moi, le symbole du pouvoir, de la puissance, ce que ça représente. Peu importe, l'essentiel, même si c'est un seul élément, c'est par rapport au pouvoir, à la puissance, à l'autorité, à l'ensemble de la communauté. D'abord, pour moi, c'était ça. Vous voyez, ici, et quand on prend l'Africain, vous voyez, quand vous prenez chaque fois là, vous voyez le lien qu'il y a entre nous, les êtres humains. Les essences végétales, le bois, les animaux, vous avez vu tout le sens, tout ce qu'il y a là au niveau du cosmos, pour cet ensemble-là. Et quand vous allez dans d'autres circonstances, ce n'est pas des trônes, mais par exemple, dans la culture Batonou, ce sont des peaux d'animaux. Lion, vache et panthère. C'est question d'hierarchie. Ici, question de trône. Donc, à la base, c'est toujours la notion d'hierarchie. De telle manière que vous pouvez être milliardaire dans la culture Batonou. Quand vous accédez à un trône, c'est sur une peau d'animal que vous devez rester. Ou une paillote, c'est une paillote, c'est une paillote. Vous pouvez avoir des, je ne sais pas combien d'étages et tout ceci, cela. Donc, vous voyez la vision profonde de l'Africain par rapport à ça. Mais il y a aussi, dans ce trône de Guézo et dans l'âme du roi Guézo, ce symbole d'unification, d'appel à l'unification du pays, et maintenant, qui est d'ailleurs représenté au Parlement béninois. Lorsqu'on en parle maintenant par rapport à Guézo, hein,
quand on reste dans le contexte vraiment africain béninois, par rapport à ce qui se sont succédés jusque-là, par rapport aux actes qu'ils ont posés, c'est tout à fait normal. Et tout ce qu'on a vu comme réforme sur le plan économique, sur le plan cela, c'est très très important. Maintenant, moi, je ne pense pas que ça soit à cause de ça qu'on a eu cela. Pour moi, qu'on prenne n'importe lequel, c'est par rapport au symbolisme, par rapport au pouvoir, à la puissance. On a remarqué aussi dans les éléments du langage du chef de l'État, il s'y est attaché quand même le souci, la nécessité de montrer, de présenter ces vœux royaux qui viennent patrimoniales comme étant des symboles nationaux, mais pas seulement des œuvres attachées à un terroir royal du Bénin. Il invite tout le monde à y voir des éléments, des objets unificateurs, des symboles unificateurs. Absolument, et c'est pour cela, justement, puisque ce n'est qu'un début, ça ne concerne que le royaume d'Abomey. Mais regardez ce qu'on a comme entend, imaginez tout ce que nous avons comme bien, et là-bas, et ce n'est qu'un début, là. Si on est béninois, quelle que soit, j'ai dit bien, quelle que soit la communauté à laquelle on fait référence, par rapport à ce qu'elle a apporté, n'est-ce pas, comme vision du pouvoir, la puissance, par rapport à l'unité nationale, parce que aussi, ça a évolué. On parle de la République, de l'AIS et tout, et à partir des différentes valeurs, différentes visions que nous projetons, pour être nous-mêmes, comme je le disais, façon du développement, dès qu'on parle du développement, là, on ne voit que le développement de façon universaliste là, est conçu par les autres, pour nous, mais sans nous, et ça a été toujours contre nous. Cette fois-ci, à tout ce que nous avons, tout ce qu'il y a comme idée, au niveau du royaume d'Abomey, au niveau du royaume de Porto Novo, au niveau du royaume de Nié, tout ce que vous avez comme variété, imaginez que nous puissions recueillir toutes, je dis bien toutes les mesures, toutes les visions, prospective, c'est toute une force pour consolider l'unité nationale. Monsieur le porte-parole, pour finir ce plateau, on doit considérer aussi un autre symbole attaché au retour de ces biens-là. C'est tout un grand projet. Ça s'insère visiblement dans un grand projet de développement touristique de Bénin. Ce n'est pas anodin. C'est sûr, mais avant, pourquoi le chef de l'État évite-t-il de s'enfermer dans les cloisonnements régionaux pour s'inscrire dans une perspective républicaine par rapport à ces œuvres qui, quoi qu'ayant appartenu au royaume d'Abomey, sont présentées aujourd'hui pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une propriété de la République. Observez que ce n'est pas la mairie d'Abomey qui a revendiqué et obtenu ces œuvres. Observez aussi que le royaume d'Abomey a vécu comme tous les autres royaumes, anciennement, sur le territoire du Bénin d'aujourd'hui. Le royaume d'Abomey a apporté sa part d'affectio societatis à la constitution de la République du Bénin, comme les autres royaumes, de Kouandé, de Niki, de Porto Novo, d'Alada, d'ailleurs. Donc, chacun de ces royaumes-là, qui a apporté sa part, comme je disais, de l'affectio societatis, c'est-à-dire le capital qui met en place le Bénin, doit pouvoir se sentir propriétaire de ses œuvres, concerné au même titre que des autres. Il n'empêche après que tout ressortissant d'Abomey se sente encore plus particulièrement concerné. Et c'est pour ça que le chef de l'État dit, ces œuvres, quand elles vont être exposées, déjà elles sont un patrimoine national. Quand elles vont être exposées dans un musée construit par le Bénin, c'est un espace républicain. Elles ne sont pas destinées à la propagation d'une foi ou d'une spiritualité particulière, mais chacun, et cela va sans dire, le fils d'Abomey qui ira dans un musée, quoique le musée plus tard sera à Abomey, mais le fils d'Abomey qui va rentrer là, selon qu'il appartient même à telle famille ou à telle autre famille, aura un ressenti différent du fils de Porto Novo, de Parakou, de Tchaourou, de Savé. Et donc, c'est là où le chef de l'État, il a 10 000 fois raison de dire chacun peut nourrir et entretenir avec ses œuvres selon son ressenti. Il leur donne la valeur qu'il perçoit. Mais la République transcende chacun de nous
transcende nos ressentis parce que la République est la somme de nos ressentis. Et c'est pour ça que sur le principe de la laïcité, la République fait en sorte que ces œuvres-là soient accessibles à tout le monde, sans en imposer à quiconque, en termes de pratiques culturelles, philosophiques, spirituelles ou religieuses. La République se met au-dessus et nous engage à considérer que c'est tous ensemble que nous avons ce mérite de faire ça. Et maintenant, vous dites bien, et vous avez raison, la perspective, c'est de développer une économie du tourisme au Bénin. Quand le chef de l'État fait en sorte que nous engagions un programme massif, historique d'investissement de plus de 600 milliards de francs CFA en si peu de temps dans la mise en place d'infrastructures touristiques, c'est forcément parce qu'il y a une vision. La vision qu'il porte que le tourisme à côté de l'agriculture doit être l'un des piliers de notre développement. Et l'on est convaincu, parce que la preuve a été faite ailleurs, qu'un pays comme le Bénin, qui dispose d'autant d'atouts touristiques, plus que de nombreuses grosses destinations touristiques, quand ce bouquet va arriver à maturité, je parle du bouquet des projets lancés ou à venir par le gouvernement, quand il va arriver à maturité, ça va être impressionnant. Et la destination Bénin va être irrésistible. Et à partir de ce moment-là, ces objets patrimoniaux, ces biens patrimoniaux vont contribuer à un élan d'attachement à des symboles qui nous unifient, qui nous réunissent tous. Est-ce que vous voyez un peu dans cette démarche, eh bien, cette perspective-là? Cette perspective, elle existe. Il faut déjà voir ce qui s'est passé aujourd'hui dans la journée pour espérer. Pour espérer que ces œuvres viennent cimenter davantage notre nation, viennent davantage renforcer notre République, parce qu'effectivement, nous sommes dans une République laïque. Il faudra travailler effectivement pour que ces difficultés que nous avons, qui résistent et qui persistent, que de telles démarches puissent être des démarches de renforcement de notre patrie. Le Bénin en a surtout besoin. Parce qu'il faut l'avouer, le Bénin n'est pas encore un État-nation. Il y a des facteurs de résurgence qui constituent de véritables handicaps pour notre nation. De telles infrastructures, je suis dans la perspective philosophique, vont aider certainement à renforcer cette dynamique-là. Si vous le permettez, je voudrais, avec la complicité de la RI sur cet instant précis, parce qu'on connaît un peu la dernière actualité, enfin pas si récente que ça, mais elle n'est pas si lointaine non plus, de ce moment de communion entre deux acteurs politiques qui ont fait connaître au pays des moments de frayeur, mais qui se sont retrouvés et dont l'un des protagonistes, je vais nommer le président Boni Yayi, a adressé un message de félicitations au chef de l'État Patrice Talon pour applaudir cet acte qui élève davantage le Bénin. On va à la régie, on l'écoute rapidement. Pour la première fois dans l'histoire, la France restitue certaines des œuvres pillées à une de ses anciennes colonies. Chose impossible hier, une réalité aujourd'hui, avec comme bénéficiaire le Bénin qui en devient pionnier à une telle échelle. De quoi prouver à nos aïeux que le combat pour la liberté et la maîtrise de notre histoire passée, présente et à venir n'a jamais été abandonné. À l'Afrique de savoir toujours compter avec le Bénin. Je salue le courage et l'esprit d'ouverture du président français. Merci au président de la République du Bénin pour les diligences accomplies et à notre vaillant peuple si attaché à sa culture. Je suis de cœur avec vous. Que Dieu bénisse le Bénin, notre patrie commune. Boni Yayi. Votre analyse répondait en écho à ce message curieusement, les deux noms s'entremêlent dans ma bouche, de Boni Yayi. C'est républicain. Vous ne croyez pas si bien dire. C'est républicain. Et il faudra renforcer les réactions du genre. C'est de ça que le Bénin a besoin. C'est de ça que le pays a besoin. Le Bénin a besoin d'actions positives qui construisent. C'est vrai, on peut reconnaître que dans la vie des sociétés, le conflit n'est pas un accident. On peut s'opposer, se combattre, mais on peut s'unir autour
de nos symboles unificateurs, des valeurs fondatrices de la République, de notre vivre ensemble. On doit pouvoir s'entendre. Je pense qu'il faut saluer cela. Il faut saluer, il faut que cela se renforce. Je crois que on est de plus en plus, on est de plus en plus en train de développer une position rationnelle par rapport au développement de notre pays. La rationalité doit primer sur la passion. Oui. Et vous voyez, c'est là où j'allais avancer en disant que toute la passion que nous voyons autour de ce sujet-là, on doit aller plus loin en rationalisant davantage le débat. Vous savez, moi, je pense que de ce point de vue, les chercheurs ont une responsabilité. Nous devons davantage... Je voulais finir là-dessus avec le professeur Léon Biobigou. Vous voulez que j'avance? Bien sûr. Le professeur va renforcer. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Nous devons renforcer davantage les recherches par rapport à cette question-là. J'ai dit que c'est un matériau qu'on peut exploiter dans la logique pédagogique. Ça, depuis des années, nos ancêtres ont pu faire ça. Pour les jeunes qui sont attachés au matériel, à la vérité, aux écrans, quand on leur montre davantage ces choses-là, ça va les inspirer. Et je dois peut-être dire que j'attends davantage des autres acteurs de la société qui produisent. Moi, je voyais par exemple de ces œuvres-là une reproduction informatique. Je vois des dessins animés à l'image de ces matériaux-là. Je vois, à la limite, la production cinématographique s'attacher, saisir ce dossier-là et davantage produire. Parce que le politique ne peut jamais tout faire. Il faudrait que les autres acteurs saisissent le dossier pour que cela renforce notre développement, renforce notre pays. C'est important, j'allais ajouter cela. Ça, c'est l'esprit du chercheur de l'université qui se saisit du retour de ses œuvres pour ouvrir des champs d'application, des champs d'inspiration et surtout de recherche pour une sorte de réécriture, de reconstruction de notre histoire, de notre récit national. Le professeur Léon Biobigou. Absolument. Pour déconstruire un certain nombre de mythes dévalorisants. Vous avez vu, quand on prend les documents d'histoire écrits par les autres, dites-moi combien de noms typiquement africains ou béninois qui soient correctement écrits. Et on continue dans l'éducation, 60 ans après, on continue et on est indépendant. Donc, déconstruire, c'est ce qu'ils ont mal transcrit. Il y a des noms, ça n'a aucun sens pour le Bénin ou pour l'Africain. Alors, depuis 50 ans, 60 ans, nous attendons quoi? On a un système éducatif. Donc, c'est pour dire, par rapport à tout ce que nous avons vécu aujourd'hui, là, c'est déjà le début de la déconstruction. Parce qu'on n'a pas cru en nous. C'est comme s'il fallait décider, pour décider à notre place, pour nous. Aujourd'hui, là, c'est notre génie. Donc ça veut dire que nous devons revoir, à partir de tous ces éléments, notre système éducatif. De la maternelle au supérieur. Comment nous allons, quel est le siècle qu'on va mettre en place pour que nos enfants, nos petits-enfants, puissent davantage aimer leur culture. Aujourd'hui, ne voilons pas la face, les hauts cadres. Combien de hauts cadres aujourd'hui peuvent parler leur langue maternelle sans dire oui, donc oui, car donc. Combien peuvent tenir un discours d'une heure, 2 heures dans leur langue maternelle? Du coup, conséquence directe, c'est que le père est de la même culture, la mère de la même culture, mais les enfants ne peuvent pas parler la langue ni du père ou de la mère s'ils ne sont pas de la même culture. Donc, c'est des problèmes de fond. Or, en voyant ça, et en donnant des significations, vous voyez comment nous allons commencer par préparer des générations en revoyant notre système. Et nous qui sommes déjà là, encore vivants, il faudrait qu'on fasse tout ce qui a été mal écrit, que nous puissions reprendre ces choses-là. Par rapport à notre histoire, vous avez vu parfois, c'est déformé. Partout où on a des éléments sur nous, c'est à nous de réécrire un certain nombre de choses. C'est ce qui nous interpelle. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on aura péché. Et je voudrais terminer tout simplement en disant, soyons fiers de ce que nous sommes. N'ayons pas honte de ce que nous sommes. Et faisons en sorte que, d'abord, ce que nous avons, que nous maîtrisions cela. Et l'apport extérieur viendra seulement pour renforcer ce que nous avons en propre. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous apporter vos éclairages différents, chacun en vos positions. Merci à vous, monsieur le porte-parole,
Vous permettrez peut-être que je dise un mot parce que vous avez passé le message du président Boniaï. Ah oui. J'y vois de première part l'expression de sa part, mais qui est la conviction profonde du président Patrice Talon aussi, que ce qui nous rassemble, Béninois, est autrement plus fort que ce qui peut nous diviser. Et de deuxième part, je dirais que c'est un acte de grandeur intellectuelle et politique de la part du président Boniaï de reconnaître le mérite de son successeur pour faire advenir cette réalité. Et au fond, n'est-ce pas que c'est beau que la République se comporte ainsi, que chaque enfant du Bénin se satisfasse des progrès que l'un ou l'autre peut engranger dans la perspective du développement de l'émergence du Bénin. N'est-ce pas que c'est beau que chacun se dise, les petits ruisseaux faisant les grands fleuves, chaque succès que l'un ou l'autre d'entre nous va engranger et apporter dans la corbeille nationale participe de notre élévation collective. Et ça, il faut saluer ce geste. Je pense que là, il s'est montré comme un gentleman. Merci beaucoup pour cette conclusion qui me ramène à l'image de la jarre trouée, le symbole du roi Guézo, autour duquel le roi convie tous les fils du pays à venir boucher de leurs droits les trous de la jarre pour construire le pays, tenant la jarre pour le pays qui a besoin de la contribution de tous. Si le retour de ces trésors royaux peut soulever chez nous ce sentiment unificateur, c'est déjà quelque chose de gagné. Et si ils peuvent, ces objets royaux, nous aider à nous ressourcer davantage, à retrouver des repères qui nous identifient, auxquels on peut s'identifier, et qui racontent ce que nous sommes, des moments de fierté, peut-être même des moments de peu de gloire, auxquels on s'identifie sans complexe, c'est déjà ça de gagner. Monsieur Sonovo, très exceptionnellement, je vous en conjure, et il manquerait quelque chose si je sortais de ce plateau sans faire une précision pour nos concitoyens. Parce qu'on a vu la ferveur. Et certains sont tellement enthousiastes déjà à l'idée de pouvoir aller voir et caresser ces œuvres. Mais le compte rendu du Conseil des ministres a fait une précision. Et à la cérémonie, l'après-midi, le ministre de la Culture est intervenu également pour préciser, et je voudrais profiter de votre plateau pour dire à nos compatriotes que quand on dit que ces œuvres vont passer un temps d'acclimatation, c'est lié au fait que pendant toutes ces années, elles ont été exposées dans un environnement, dans un contexte donné. Et les pratiques en la matière recommandent de ne pas les transférer et aussitôt les exposer en changeant systématiquement de contexte. Le choc thermique peut avoir un effet de dégradation et leur fait perdre de leur authenticité. Voilà pourquoi on dit qu'elles vont être gardées dans un milieu préparé exprès, spécifiquement pour leur permettre de s'acclimater. Et après ça, à partir du 15 janvier, Inch'Allah, les Béninois, les visiteurs de notre pays pourront les contempler à la salle des fêtes du Palais de la République, donc à la Marina, pendant quelques mois, le temps qu'elles soient ensuite transportées à Ouida, au fort portugais, la maison du gouverneur, où elles resteront un peu plus de 2 ans, le temps de l'achèvement du musée de l'épopée des Amazones et de Roi d'Abomey, leur destination finale. Merci pour votre indulgence. Merci pour cette précision. De toute façon, après 130 ans d'absence, ce ne sont pas quelques mois ou quelques semaines d'acclimatation où ces œuvres seraient gardées à l'abri d'une dégradation accélérée ou rapide, prématurée, qui nous frustrerait de les voir, mais déjà bientôt. C'est déjà une grâce que de pouvoir avoir l'espoir de les voir de très près et en se rappelant, en écho aux leçons qu'on recevait il y a deux décennies plutôt en classe. C'est déjà toute une émotion. J'en suis transi déjà à l'idée de m'en approcher, j'imagine, comme des centaines, des milliers, des millions de Béninois. Merci beaucoup pour ce moment de grâce que nous partageons tous grâce au président Talon. C'est rare pour un journaliste de dresser des lauriers à un chef d'État. Il y a une distance qu'on observe, mais ce sont les faits. Eh bien, on s'incline devant les faits. Merci de nous avoir suivis et merci de continuer à partager ce moment de grâce. Bonsoir chez vous. Merci.